Des agents meilleurs que moi sur le plan commercial, il y en a 50 000. D'accord, j'ai aucune prétention sur le sujet. Par contre, d'être en capacité à travers l'image de présenter un bien, là, ça commence à être un métier. C'est quasiment l'un des seuls métiers où tu peux avoir été en prison et pouvoir manipuler de l'argent qui peut être assez conséquent. 6 mois, je me différencie sur des trucs basiques, technicité, formation, plus d'intérêt, d'écoute, d'engagement. Est-ce que je suis pas en train de me différencier de 80% du marché ? Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le marché immobilier a longtemps été à la traîne en matière d'innovation, mais les lignes bougent à mesure que les acteurs, investisseurs comme vendeurs, deviennent mieux informés. Et c'est d'ailleurs l'une des missions de ce podcast depuis plus de 4 ans, d'informer les investisseurs à ce sujet-là. Après l'époque des agences traditionnelles, puis celle des petites annonces et des mandataires, une nouvelle révolution s'amorce, celle des médias. Aujourd'hui, si tu veux vendre de l'immobilier efficacement, tu dois maîtriser les codes des réseaux sociaux. Le média est devenu un véritable levier de différenciation. C'est en tout cas le pari qu'a fait Nicolas Jeff, ancien cadre dans la pub reconverti dans l'immobilier. En 3 ans, il a construit une marque personnelle puissante avec une vidéo par jour, une ligne éditoriale claire et une vraie capacité à attirer les investisseurs, vendeurs et même d'autres agents qui veulent bosser avec lui. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler de reconversion post-burnout dans un métier encore très stéréotypé, de la puissance des contenus Instagram, YouTube, TikTok pour vendre mieux, plus vite et au bon prix, des coulisses d'un home tour viral, de l'évolution du métier d'agent immobilier et des opportunités qu'offre encore ce marché, et de la manière dont les marchands de biens ou les investisseurs peuvent s'inspirer de cette approche pour mieux vendre, mieux commercialiser leurs produits. Un échange sans langue de bois à la croisée des chemins entre immobilier, médias et stratégie. Si c'est ton truc, tu vas vraiment adorer cette conversation. Merci à toi d'être toujours fidèle au post. N'oublie pas de t'abonner si tu apprécies le podcast. Et si tu veux nous aider à nous rendre plus visibles sur les réseaux justement, n'hésite pas à partager cet épisode auprès des gens qui t'entourent et à liker et laisser un message, un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça nous fait toujours bien plaisir. Bonne écoute. Hello Nicolas, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut, merci pour ton accueil, ton invitation. Merci à toi. Je suis content que tu sois là parce que je voulais parler avec toi, aborder les thèmes de l'IMO, l'investissement, mais l'IMO et le média, deux sphères avec lesquelles je gravite moi au quotidien en tant qu'investisseur marchand de biens et aussi animateur de ce podcast. Et je trouvais intéressant l'approche que tu as eu toi d'utiliser justement le média pour vendre des biens immobiliers, qui est pas forcément le bien le plus commun qu'on pourrait imaginer d'utiliser les médias pour la vente. En tout cas, en personne comme ça. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui peut-être que connaissent pas du tout? Il y en a plein, j'espère. Je suis Nicolas Jeffs, 46 ans, franco-britannique, marié, 2 enfants, et j'habite à Paris depuis quasiment 25 ans. Je me suis lancé dans l'immobilier il y a 3 ans, donc je suis assez jeune dans le marché. Après 20 à 25 années sur des postes à direction conseil, notamment dans le média et dans l'e-commerce. Et l'objectif au départ, c'était de mettre le marketing dans l'immobilier. Donc première année, j'ai intégré un réseau bleu, on va dire ça comme ça. 6 ventes, ça s'est très bien passé. Deuxième année, on décide de déménager dans le nord de la France. Là, je prends un mur. Je sens le vent tourner, je fais une formation diagnostiqueur immobilier pendant 6 mois, auditeur énergétique également. Je lance une délocation, un peu de gestion locative, je lance une conciergerie du côté de Lille, ce qui me permet de m'intéresser à autre chose que la transaction. Et puis en novembre 2023, finalement, je perds de l'argent. Je commence à perdre de l'argent, la transaction n'est pas du tout au rendez-vous, la conciergerie me prend à la fois du temps et de l'argent. Un modèle économique pas du tout adapté, et donc je suis à 2 doigts de retourner dans l'e-commerce. C'est-à-dire, finalement, au bout de 2 ans d'activité, je suis comme à peu près 3/4 des gens en immobilier, à savoir si j'arrêtais, si je revenais dans ce que je savais faire avant. Et puis, j'ai mon petit téléphone, je suis sur mon canapé, et mon téléphone, je me dis, tiens, et si je racontais un petit peu ma vie sur Instagram, avec une approche conseil, une approche de transparence, une approche qui n'est pas parler de mes succès, mais vraiment une approche un peu différenciante, hors code. C'est-à-dire pas du style salut, j'ai deux estimes aujourd'hui, je suis en 3 visites cet après-midi. Je voulais pas parler justement de ce quotidien-là, mais plutôt des réflexions que je peux avoir sur l'immobilier.
Et puis j'ai lancé ça. Et je ne sais toujours pas pourquoi, mais ça a pris. Et puis après, j'ai fait un petit peu de télé, j'ai fait un petit peu de presse, un peu de radio. Et l'été dernier, donc là, on est en l'été 2024, ça commence à prendre des proportions assez importantes. Je fais mes premiers 500 000 vues sur le mois. Et fin août 2024, je me pose la question de ce que je fais de cette audience-là. Et là, je décide de faire des home tours. En plus de ma ligne éditoriale que j'ai vraiment affinée sur les premiers 8 mois, puisque arrivé un moment, en fait, on est vraiment dans le manque d'inspiration. Donc, il a fallu que j'éditorialise ma semaine avec un lundi bien précis, le mardi, ce qui me permet d'avoir moi-même mes repérages sur la semaine et de pouvoir réfléchir tous les jours à mon sujet en particulier sur cette journée de la semaine. Et je rajoute ces home tours. Et donc, j'investis assez fortement, assez lourdement sur le sujet. Et donc, ça vient compléter cette ligne éditoriale où je me rends compte que finalement, des grosses distinctions avec le reste du marché, c'est-à-dire qu'il y a en gros une trentaine d'acteurs qui font le home tour de manière assez jolie avec des très très beaux biens. Mais finalement, quand on regarde leur profil et leur contenu, ça se limite à la diffusion de biens et du home tour, d'ailleurs avec des personnages complètement différents, ce qui fait que certains réussissent et d'autres ne fonctionnent pas du tout. Et moi, c'était vraiment un complément d'une éditoriale que je voulais à travers du conseil, de l'anecdote, de la technicité, de l'actualité, et de devenir quelque part un espèce de référent média en immobilier en complément de mon activité transactionnelle et autres que je peux avoir par ailleurs. Voilà. Et en fait, en impulsant de cette manière-là et en revenant à Paris à la même période, puisque je suis resté qu'1 an dans le Nord, eh bien, le marché est revenu à moi quelque part. C'est-à-dire tout ce que j'avais semé 18 mois avant, eh bien, je commençais à les revoir, et puis j'ai remis un petit peu d'énergie. Et depuis décembre 2024, c'est vrai que j'ai une vie assez débordante et palpitante. Et aujourd'hui, je dépasse régulièrement les 2 millions de vues par mois. Je deviens un média, en tout cas à mon échelle, sans être le Figaro non plus. Mais sauf que j'ai une audience qui croît tous les jours, croît en forme de croissance, hein. Et depuis, j'ai des partenaires et depuis, effectivement, j'ai des investisseurs qui s'approchent de moi pour faire grossir un peu la machine dans une approche qui se veut un peu différenciant d'un marché qui est un peu sclérosé quand même globalement depuis quelques années, voire depuis beaucoup plus encore. Ouais. Tu parlais juste en termes de vues, juste pour qu'on ait un cadre un peu de cette croissance justement et du niveau où tu en es quand tu parles de vues et que essentiellement tu parles de la plateforme Instagram. Hein. Alors aujourd'hui, je suis sur Instagram, je suis aussi sur TikTok, YouTube, Facebook et LinkedIn. Mais TikTok, YouTube et Facebook, enfin Facebook on va le mettre de côté parce que pour moi c'est terminé. Mais YouTube et TikTok, j'ai commencé à les adresser. En fait, le contenu doit être différent, la déclinaison doit être différente, le contenu doit être légèrement différent également. Donc, j'ai voulu faire des tests pour voir ce qu'il en était. Et en fait, j'ai besoin de personnes pour le coup. Et donc là, je suis en train justement de staffer le sujet pour aller sur une déclinaison qui soit beaucoup plus cohérente avec une image qui soit multiplateforme, mais qui s'associe au code aussi de chacune des plateformes. Donc aujourd'hui, mon énergie à titre personnel, je la limite à Instagram et à LinkedIn depuis LinkedIn. J'ai commencé vraiment à la booster il y a 3 mois. Je le vois, je vois l'incidence aujourd'hui avec un contenu beaucoup plus rédactionnel. Mais Instagram, c'est déjà beaucoup à faire puisque tous les jours, je diffuse une information quand même. Donc c'est un taf à part entière. Tous les jours, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure à éditer et à diffuser. Et désormais, j'ai retiré mes notifications en journée pour pas que ça me pollue. Et le soir, je passe encore 1 heure à répondre aux gens. Ouais. Et donc, en termes de vues, tu dépasses 2 millions aujourd'hui. Hein, j'ai fait un pic en mars à 2,6 millions. Et une story ou un post, juste pour avoir une idée. Les posts, aujourd'hui, je fais plus un réel à moins de 5-6 000 vues. Ça, c'est sûr. Ok. Ouais, à peu près. Et après, j'ai des pics à 2 millions, j'ai des pics, j'ai poussé un coup de gueulante il y a 2 semaines et j'en suis à 250 000 vues sur une méthode dont j'ai été victime par un agent immobilier. Donc, le sujet, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément ce qui va fonctionner et pas fonctionner. Hein. Mes plus gros posts sont ceux qui n'ont pas été préparés, incroyablement. Alors que les autres, où la ligne éditoriale était bien précise, le cadre précis, la répétition était précise, et pourtant le contenu que je supposais être encore plus engageant, finalement ça a été des gros fours. Ouais. Donc spontanéité et émotion prévalent sur structure et préparation.
Même si avec l'expérience, on se prépare de manière inconsciente. Non, justement, comment vendre sur Internet, enfin sur les réseaux, sur Insta, on va en parler juste après. Juste prends un petit pas de recul pour savoir, parce que si je comprends bien, si je t'écoute bien, le background chez toi, c'est vraiment l'e-commerce, mais médias aussi. Et tu t'es mis dans l'IMO à mi-parcours, enfin voilà, tu avais la quarantaine. Pourquoi l'IMO? Et voilà, pourquoi tu veux te lancer sur ce secteur d'activité? Parce que tu as fait conciergerie, etc. à Lille, à Paris. Je sors d'un poste de direction dans une grosse agence média et je sors politiquement, est-ce que tu veux, et surtout je prends en fait, je ne réalise pas à ce moment-là, mais je prends un coup de burn-out pendant 6 mois. C'est en post terminé, enfin post-licenciement, en fait, je prends un coup de bambou que je n'avais pas vu venir, qui arrive, même pas pendant que je travaille, qui arrive au moment où je suis chez moi, quoi. Et donc, à ce moment-là, la boîte qui me licencie me propose du coaching pendant 3-4 mois. Et c'est dans le cadre de ce coaching que je suis amené à poser des questions sur ce que je veux faire dans l'avenir, parce que je suis à un tournant j'ai beaucoup d'expérience dans pas mal de sujets, mais maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Pas évident. Pas évident parce que pas beaucoup de recul, le stress de reprendre une activité, l'incompréhension de certaines situations, mon âge. Et puis, ça faisait 20-25 ans qu'on me disait l'immobilier, tu y as pensé un jour. Enfin, ça ne dit pas d'y aller, quoi. Et moi, j'avais toujours trouvé ça assez péjoratif. Je fais bac+5 +6, j'ai des postes à direction, j'ai une évolution constante depuis 20 ans, je suis sur des métiers qui sont porteurs. Et d'un coup, on me dit, t'as essayé d'être agent IMO. Et moi, l'image que j'avais, c'était le gars en gourmette avec son costume Célio Beauve, qui est en train de fumer sa clope en dehors de chez Orpi et qui se dit 6 mois plus tard, je vais aller chercher 3% de commission supplémentaire, je vais aller chez Century, tu vois. On l'a tous, et puis la gourmette, et puis le Zicourt, vendeur de tapis, et puis c'est pas technique, et puis en fait, c'est quasiment l'un des seuls métiers où tu peux avoir été en prison et pouvoir manipuler de l'argent qui peut être assez conséquent. T'imagines ça, avec du recul. T'en as beaucoup des tafs où tu peux gérer, je peux faire 500 000 € de chiffre d'affaires à l'année et aller chez le notaire pour des baraques à 3 millions alors que tu as fait la tôle. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Hein. Et un métier où tu n'as pas besoin de diplôme. Et là, tu te dis, finalement, je vais te confronter à des gars qui ont 18 ans, qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont rien et qui voient le sujet différemment de moi, quoi. Donc ouais, j'en étais allé. Donc j'y suis allé vraiment à reculons. Hein. Et puis après, les questions que tout le monde se pose, c'est ouais, je vais aller dans le luxe, je vais aller dans le conseil, parce que moi, je viens du conseil, parce que moi, je suis différent. Et en fait, on se rend compte très rapidement que le luxe, c'est un métier à part. Dans l'immobilier, c'est vraiment un marché, des codes, un fonctionnement complètement différent. Et après, mon expérience en e-commerce, je l'ai adapté à ça en me disant, je vais pas aller dans une vitrine parce qu'elles sont en train de fermer. 3 ans plus tard, c'est un vrai sujet, 3 fermetures par jour. C'est Loïc Quentin qui disait pas plus tard que la semaine dernière, on ferme 2 fois plus de vitrines que pendant la période des subprimes. Bon, ça pose le sujet. Hein. Et je sortais un chiffre pas plus tard que ce matin, 70% des professionnels de l'immobilier aujourd'hui sont indépendants ou agents co. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Donc le modèle a vraiment switché. Hein. Et donc je suis allé dans ce modèle e-commerce, e-retail, quelque chose, à travailler chez moi parce que la structure était moins chère, le modèle était plus intéressant. Et donc je suis allé là-dedans et finalement j'ai frappé à une dizaine de portes et à un moment je me suis dit allez go, faut se lancer, on y va. Et donc j'ai commencé chez les Bleus, juste parce qu'il fallait bien que je commence quelque part. Les Bleus, c'est IAD. IAD. Ouais, ça marche, ouais, tout le monde. Quoi. Okay, je suis parti d'IAD il y a 2 ans, il y a une grosse année maintenant, 15 mois. C'est vrai que le marché, le secteur, il a vraiment été en chamboulement total. Et à la fois, comme tu le disais, structurellement, il y avait des trucs qui allaient pas et même par rapport à d'autres secteurs, il devait y avoir cette révolution bien avant finalement. Si tu réfléchis par rapport à, c'est pas du tout adapté. Ouais, les chiffres, je suis en plein dedans en ce moment pour justement affiner ma strat. Là, je sortais un chiffre complètement dingue. T'es sur un plus 766% de mandataires depuis 2010. Donc c'est complètement dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quasiment 200 000 agents commerciaux immobiliers en France, mais tu n'as que 50 000 agents IMO. Quoi. Alors, c'est les chiffres 2024. Ils ont peut-être évolué depuis ce début d'année avec effectivement un retrait de la profession.
Mais en gros, tu as quand même pas loin de 130 000, 150 000 agents co en France, t'imagines? Ouais. Alors après, ils travaillent pas tous à plein temps, et heureusement d'ailleurs. Mais ça veut dire que ta concurrence, elle est complètement folle. Je crois que, je dis peut-être une erreur, mais je crois que c'est un x3, x4 d'agents co et agents IMO par rapport à il y a 10 ans. Donc c'est énorme, énorme. D'un côté, il y a plus de concurrence, mais d'un autre côté, en termes de efficacité, efficience de cette concurrence, j'ai pas l'impression que justement qu'il y ait beaucoup de level. Et c'est peut-être là où tu vois une opportunité en fait en termes de comment être un disrupté, si tu veux, le marché qui déjà à la base pouvait être disrupté avec ses indépendants, tu vois. Quand tu intègres le marché de l'immobilier, ce qui est intéressant, tu vois, je te donne une anecdote. Lors de mon tout premier rendez-vous commercial, donc ça faisait 3 semaines que j'étais dans l'immobilier, tu vois, mandat simple, mandat exclusif, déjà je comprenais pas, tu vois. Donc mais comme les 3 quarts, à mon avis, parce que la formation, elle est ridicule. Et je me retrouve sur une présentation de mon offre. Mais sauf que moi, des présentations, ça fait 20 ans que j'en fais devant les directions générales, devant 30, 40, 50 personnes. Donc, si tu veux, j'ai l'habitude de voir le patron de Samsung, le patron de Ravensburger et de discuter stratégie, ça me dérange pas. Donc, d'aller voir Dominique, que je salue, qui est du côté de Toulon aujourd'hui, et qui me reçoit et qui me dit, Nicolas, vous allez me présenter votre offre et vous allez vendre l'appartement. Et qui me dit au bout de 5 minutes, Nicolas, je sens que c'est la première fois où vous faites ça. Et tu vois, tu as 45 piges. Tu sors de tout ça, tu as préparé ton PowerPoint, t'es nickel, tu as tout préparé. Et là, le gars, il te dit, ah ben non. Et là, tu te dis, ah ouais, donc c'est un vrai métier. donc déjà, tu as cette première étape. Et ensuite, par contre, avec du recul et plus tu avances dans le marché, plus tu peux prendre du recul, forcément, ça va de soi. Mais forcément que tu te rends compte que, alors je vais être dur, hein, mais l'agent immobilier, pour moi, c'est un feignant. D'accord? Ça, c'est la base. Il ne se lève, c'est comme un mannequin, il ne se lève que pour l'argent, il ne se bouge que pour l'argent, et si on lui dit tu viens mais il n'y a rien à faire, il vient pas. Tu veux faire un effort, il ne le fait pas. Bonjour monsieur, je cherche un appartement en location, il y a 99% des agents qui ne vont même pas répondre à ça. D'accord? Donc tu pars de ce postulat. D'accord? Donc, après, tu pars d'autres postulats, ça va être donc la fainéantise, manque d'engagement, manque de technicité, manque de formation. Et là-dessus, tu peux te dire, manque aussi de culture immobilière. La plupart, ils vont te dire, moi, quand j'ai commencé à faire la location, on m'a dit, mais t'es fou de faire la location, c'est nul. Je dis, mais la location, c'est une réponse aussi adressée à tes vendeurs, à tes propriétaires, tes investisseurs, tes marchands de biens, ce que tu veux, quoi. Ah oui, mais ça paye pas. Mais tu préfères rester chez toi ou te faire 150 balles? Moi, ma réponse, je l'ai tout de suite. Et en plus, j'ai 400 contacts l'après-midi qui vont m'appeler parce que dans le 11e, 20 mètres carrés, c'est 400 appels l'après-midi, voire à 3h du mat'. Et tu veux parler à la réponse, c'est autant de contacts qui peuvent potentiellement t'adresser des biens à la vente demain ou potentiellement te faire la gestion locative ou te faire 50 € de plus demain. Donc tu prends et c'est l'expérience. Donc en fait, il y a un manque d'intérêt et de curiosité de ces agents globalement. Et au final, tu te dis donc si moi je me différencie sur des trucs basiques, technicité, formation, plus intérêt, d'écoute, d'engagement, est-ce que je ne suis pas en train de me différencier de 80% du marché? Je pense que oui. Mais c'est un vrai basique. Hein. Ouais. En fait, tu es juste retourné de manière pragmatique en disant il y a une offre et il y a de la demande. Moi, je vais faire ce que les gens font pas, aller là où on va pas. C'est même pas ce que les gens font pas. C'est les gens ne veulent pas. Ne veulent pas. Enfin, je révolutionne rien. Hein. Ouais. De dire à quelqu'un bonjour monsieur, vous avez un appartement à vendre. Est-ce que votre premier sujet c'est de le vendre ou c'est de le louer? C'est peut-être une question basique, tu vois. Mais peut-être que la vraie réponse c'est la gestion locative, la location du Airbnb plutôt que la transaction. Est-ce que derrière tu as des problématiques de plus-value, ce qui m'est arrivé il y a 3 semaines? Effectivement, la transaction n'est pas une réponse définitive. Hein. Et puis derrière, alors moi j'ai passé toutes mes étapes, toutes mes attestes de diagnostiqueur, auditeur, etc. et d'expertise immobilière en début d'année là. Ouais. Forcément, quand tu impulses avec une connaissance du bâtiment, une connaissance des différentes méthodes d'estimation de rentabilité ou autres, forcément que tu es sur une discussion d'égal à égal avec un propriétaire qui jusque-là voyait l'agent immobilier avec une image inférieure à celle de la femme de ménage. Hein, quand j'ai commencé, j'avais vraiment l'impression que j'étais nul de chez nul, mais même au regard du propriétaire qui s'essuyait sur moi. Et il a fallu que je monte en technicité, en valeur et en compréhension du marché pour aujourd'hui être égal à égal et expliquer en quoi potentiellement il a faux, en quoi potentiellement il a vrai. C'est un vrai sujet. Hein. La discussion à niveau, d'égal à égal avec un interlocuteur propriétaire investisseur, c'est pas gagné tous les jours.
Ouais, et puis tu t'exposes complètement frontalement à tout ce qui est négociation. Enfin, tu peux pas y échapper à tout ça, quoi. Et tu te prends des bâches, et ensuite, moi, je fais tout ça pour emmagasiner un maximum d'expérience. Et je dis à mes clients, si vous m'avez appelé, c'est que j'ai une valeur. Ou alors, vous allez voir le mec d'à côté et puis vous lui demandez il va faire ce que vous lui demandez. Moi, je suis là pour vous donner ma vérité et vous expliquer les choses à ma façon. C'est ça que je vends aujourd'hui. Au-delà d'un gain de temps, au-delà d'une technicité, au-delà de ma capacité à vendre, d'expliquer les choses, d'aller chercher les clients. Le métier d'agent immobilier, c'est quand même du conseil, de l'expertise et surtout, et c'est quand même ça, et on oublie le point le plus important en immobilier, c'est que je suis là pour faire gagner du temps à mes clients. Le propriétaire qui bosse 9 heures par jour, 10 heures par jour, 60 heures par semaine, qui est cadre, sa femme également, ils ont 3 gamins, ils n'ont pas le temps de recevoir les gens pour vendre leur appartement. Donc en fait, quand ils me payent 3, 4, 5% de commission, c'est pas simplement pour le vendre, mais si effectivement on est dans une relation commerciale, à savoir, je vous ai demandé de vendre, vous allez vendre, mais mon métier finalement, c'est de leur faire gagner du temps. Et ça, on oublie. Tu disais la location, c'est l'enfant pauvre pour les agents. On commence là et après on va sur le reste. Ouais. Est-ce que toi, tu as converti justement, tu as commencé là et tu as pu convertir des clients qui étaient sur le locatif vers la transac ou finalement c'est pas... Non, j'ai commencé par la transac. J'ai fait la loc pour apprendre le métier de la loc. État des lieux, tous les indicateurs propres à l'école, tout ce qui était vraiment... propre à la location, comprendre les attentes aussi des locataires, comprendre les dossiers de location, la GALI, qu'est-ce que c'est, tous ces items-là que tu ne vois pas en transaction. Quand tu discutes avec Cautionnéo derrière ou avec Visal, d'un coup, tu discutes en toute connaissance de cause. Si tu te limites simplement à la transaction, tu peux pas aller voir Cautionnéo et dire t'as vu, j'ai ce sujet-là, je voulais l'aborder avec toi. Non, en fait, t'es complètement en décalage. Tu fais pas le même métier. Donc l'idée, c'était pas tant de la location pour aller dans le parent pauvre et convertir ces locataires ou ces futurs locataires potentiellement en vendeurs ou en futurs investisseurs, c'était surtout d'apporter de la connaissance et donc de là mon moulin à me dire ok, je sais faire la location aussi, donc ça veut dire que à mes clients demain, c'est leur dire je fais la transac, mais si tu veux que je le mette en gestion locative ou en location, je peux le faire. Ouais, donc ça, il y a ce lien de conversion là. Est-ce qu'il y a des sujets aussi où tu vends des choses déjà louées et du coup tu peux rassurer? Ouais, ça je le fais avec des marchands de biens de plus en plus. Ouais. Le sujet étant un modèle intéressant qui est de la vente du clé en main. Mmh. Où là, tu achètes à distance même. Tu dis voilà, j'ai un bien qui a 120, 150 000 balles. La renta, elle est de 8%. Je te fais ta renta nette si tu veux également. Je te garantis un locataire et un quotient d'occupation de, très faible. Et derrière, qu'est-ce que je te dis? Et derrière, je m'en occupe et tu peux même vivre à distance à Strasbourg, à Hong Kong, à New York, on s'en fout. Tu as une renta qui tombe tous les mois. Ça, c'est intéressant. Mais tu ne peux avoir cette discussion avec le marchand de biens que si toi-même, tu as expérimenté la location, gestion locative, la conciergerie ou encore la transaction. Il faut quand même avoir un minimum d'expérience et d'intérêt pour ce type de discussion qui commence à être beaucoup plus technique qu'en première année où là, j'aurais été perdu sur ce genre d'échange. C'est sûr. Et parce que souvent, dans les produits clés en main, où les gens délèguent la gestion, ils mettent sur leur plaquette, voilà, vend, machin, ça vaut tant, vous allez avoir payé 7% de gestion, mais sans savoir vraiment qui va gérer, comment est le secteur, est-ce qu'il y a des vacances, ils savent pas, c'est juste une petite ligne sur la plaquette. Et effectivement, je trouve de plus en plus, j'ai l'impression qu'un bien loué qui était vu un peu comme la verrue pour quelqu'un qui voulait vendre quelque chose, il y a de la décote parce qu'il est loué et on peut rien en faire à tout ça. Petit à petit, j'ai l'impression que ça devient plus, quand il y a de la connaissance derrière, encore une fois, peut être plus valorisé. Mais tout va dépendre aussi du fameux sujet du DPE. Aussi, on a quand même un vrai sujet, surtout dans les zones tendues, avec l'encadrement des loyers. C'est pas si évident, mais effectivement, on a des villes qui sont extrêmement rentables, Montpellier, Lille, Rennes. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense, qui présentent des taux supérieurs à 6-7%. Paris, si on est à 3,5 aujourd'hui, c'est un miracle. Donc effectivement, on a à la fois des marchands de biens très peu présents à Paris, en tout cas, qui se battent davantage pour des dossiers qui sont peu nombreux, et des investisseurs qui n'y voient que peu d'intérêt, ou alors un intérêt personnel parce que l'argent n'est pas forcément un sujet. Le gros de ta clientèle, c'est investisseur ou primo-accédant mais gros... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de marchands de biens.
je vais avoir des particuliers, je vais avoir des agents immobiliers. Ça, c'est assez incroyable. Et pourquoi les agents viennent te voir? Parce que je suis un accélérateur de prise de mandat. Comme j'ai ma casquette d'expert immobilier, que je suis diagnostiqueur, que je suis auditeur, que je fais un petit peu de buzz et que je fais des beaux home tours et que je présente apparemment bien, eh bien, je viens en clientèle et je viens expliquer en quoi le bien ne vaut pas 2,7 millions comme il m'a été exprimé sur un bien il y a encore un mois et demi, mais 1,8 million, ce qui me paraît beaucoup plus cohérent. Et derrière, l'agent immobilier, lui, il a du mal à sortir les grosses agences en face de lui. Tu vois. Il est toujours confronté à une concurrence très dure. Donc, en fait, il vient s'appuyer sur moi pour dire, avec lui, en fait, on va avoir cette garantie d'avoir une bonne estimation, une garantie d'avoir un vrai discours et la garantie d'avoir une bonne médiatisation de votre bien. Et donc, derrière, moi, je dis à mes clients, que ça soit agent ou le particulier qui est en face de moi, travailler avec moi suppose un cas de travail en exclusivité. Donc, si tu veux, l'agent immobilier, il est super content. Je passe le bonjour à Jordan à la Baule, l'évidence. Il m'a contacté il y a 1 mois et demi pour faire des vidéos sur des biens immobiliers. Il m'a dit derrière, le premier bien qui est un bien exceptionnel, si je l'ai eu, c'est grâce à toi, le mandat. Et celui qu'on a diffusé l'après-midi, l'exclusivité, il m'a dit, c'est grâce à toi encore qu'on a eu l'exclusivité parce qu'on a proposé un contenu vidéo qui nous différencie d'autres agences. Tu vois. Et donc, c'est ça aussi. Quand hier matin, j'ai reçu un texto, je vais réaliser un film encore vendredi matin. C'est un agent indépendant que je connais bien qui m'a dit, en fait, je t'ai prévendu. Et c'est grâce à ça que j'ai l'exclu. Ouais. Tu vois. Donc, c'est intéressant. Donc, tu vois, pour te dire que j'ai une clientèle de particuliers pour moi. Là, j'ai plusieurs biens en ce moment à la vente où, effectivement, je suis dans une démarche classique commerciale. J'ai des marchands de biens qui, effectivement, constituent un volume assez intéressant pour moi et une garantie récurrente. Et puis, j'ai ces agents immobiliers que je n'avais pas vu venir il y a 4-5 mois encore. Tu vois, dans ce que tu viens de décrire par rapport aux agents, il y a du coup l'assurance que le prix va être bien valorisé à la sortie parce que le produit va être bien présenté auprès des prospects. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un sujet de l'agent qui a peur par rapport à son vendeur, enfin à son client qui vend, de le froisser par une estimation qui serait plus basse que ce qu'il avait espéré et tu viens en renfort là-dessus ou pas trop vraiment en fait? Non, sa difficulté aujourd'hui, c'est comme tu le sais bien, on est sur un marché à moins 30, moins 35% en 3 ans. Donc, même s'il y a eu des pertes côté agence immobilière et agents, il y a beaucoup de monde encore sur le marché. Hein. Plus de 150 000 personnes, c'est quand même du volume concurrentiel. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un bien à la vente, imagine bien que rapidement, on peut être 2, 3, 4, 5 agences. Donc, comment est-ce que tu sors les 3, 4 agences concurrentes? C'est un sujet aujourd'hui. Alors bien évidemment, il y a des méthodes sales, ça, je t'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que je mettais en place au départ à travers une méthode que j'expliquais tous les mois et comment est-ce que les agents immobiliers faisaient pour mentir entre guillemets et favoriser la prise de mandat. Mais je les connais toutes ces méthodes. Simplement, moi à travers mes badges, à travers mes attestations, je représente quelque part la vérité. Et c'est ça qui vient me chercher. C'est la capacité de dire la vérité sans froisser quelqu'un. Après, moi, je donne ma vérité. Mais j'explique les choses. Mais si, par exemple, cet agent... Ça marche pas à chaque fois. Hein. Cet agent que tu avais prévendu, si après, toi, tu estimes le bien bien au-delà, en deçà, on va dire, de ce que lui avait imaginé, il se tire une balle dans le pied. J'ai plusieurs offres. Mais là, il m'a prévenu uniquement pour faire la vidéo. Ok, d'accord. Mais il aurait pu me demander, me solliciter pour dire tu viens en rendez-vous avec moi, tu fais ton expertise IMO et tu fais la vidéo. Ok. Et il y en a d'autres qui me disent non, tout ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire l'expertise IMO, la vidéo et tu vas faire aussi les visites. Donc je fais de tout en fait. Et en fait, j'ai une offre à tiroir qui permet à ce que chacun puisse s'y retourner. Donc est-ce que tu veux de moi simplement une différence vidéo? Est-ce que tu veux de moi une différence avec l'expertise complémentaire? Ou est-ce que tu veux de moi à faire les visites avec toi? Parce que la partie diagnostic, elle est beaucoup plus concurrencée chez toi dans ton secteur d'activité. La partie média, tu as pris une position aujourd'hui qui n'est pas facilement atteignable, mais le diagnostiqueur, il y en a un peu partout. Alors le diagnostic, j'ai arrêté. Okay. Hein, j'ai fait ça pendant une petite année. J'ai fermé la boutique. Parce que j'ai trop d'activités par ailleurs côté transactionnel. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ai un mentor
Et c'est lui, en fait, que je mets sur chacun des biens que l'on va commercialiser. D'accord, ouais. Précision, je ne prends pas de pourcentage sur lui, hein, c'est important. Mais par contre, je passe mon heure, mes 2 heures, mes 3 heures avec lui pour continuer à nourrir ma connaissance de l'audit ou du diag. C'est tout bête, mais quand on rentre dans un appartement et qu'on n'a pas une analyse de l'enveloppe du bâtiment, c'est dommage, parce que le métier d'agent IMO, c'est aussi un métier du bâtiment, quelque part. Moi, tout de suite, quand je viens dans un appartement, je vois les anomalies des prises, je vois effectivement qu'on va avoir du simple vitrage, qu'on est au dernier étage, que j'ai 3 murs sur 4 qui sont exposés ou qui sont sur des locaux non chauffés, ou qui donnent sur l'extérieur, ou qu'au-dessus, je sens bien qu'il n'y a pas d'isolation, que le ballon d'eau chaude, c'est un 200 litres sur un 25 mètres carrés, ce qui est complètement crétin, que j'ai des radiateurs de tel type. Donc très rapidement, et j'en avais fait d'ailleurs une chronique il y a une petite année, très rapidement, même en bas d'un immeuble, je suis capable de te donner à 90% de chance la lettre de ton bien immobilier. Donc tout de suite, moi, ça me permet aussi de faire comprendre ou d'expliquer à mon client, effectivement, il a une valeur de 300, mais moi, je vous dis que j'anticipe, il y a des chances qu'on soit en F ou en G, donc on va avoir une décote certainement de 15-20% pour les raisons suivantes. Par contre, de remonter cette lettre-là en E, ce qui serait déjà bien, ça va vous coûter, je sais pas, 17 000 euros. Donc, tout ça, c'est des réflexions à avoir auprès des particuliers qui sont complètement perdus sur ce marché aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une autre thématique qu'on pourra aborder, mais les clients perdus aujourd'hui, c'est complètement fou. Hein. Ouais, et les agents perdus, n'en parlons plus. Ouais. Non, mais c'est clair que ça, c'est un point fort aussi, quand tu peux donner de la rationalité, expliquer avec même un range, mais tu vois, quel coût de travaux, quel type de prestation, quel gain de l'aide, parce que c'est clairement le jeu aujourd'hui, c'est le game. Tu as 70% de Paris qui est en lettres FG. Je pensais l'année dernière que vu le nombre de biens concernés par la lettre G, de mémoire, je crois que c'était 6 millions en France. Je m'étais dit, mais jusqu'à la dernière minute, le gouvernement va dire, on va décaler. Alors, il y a eu des modifications de méthode de calcul en juillet dernier. Je ne sais pas si tu te souviens, notamment sur les moins de 40 mètres carrés. Alors, à titre perso, je m'étais amusé à regarder sur l'ensemble des biens que j'avais diagnostiqués. En fait, j'en avais qu'un qui avait vu la lettre évoluer. Donc, si tu veux, il n'y avait aucune incidence. Et j'arrivais, 1er décembre, 15 décembre, je me suis dit, mais le gouvernement va annoncer quelque chose. Eh ben non. Et là, je dis à mes clients, mais vous savez, vu qu'ils ont mis ça au 1er janvier 2025, ça veut dire que le 1er janvier 2028, avec la lettre F, ils vont pas la décaler. Alors là, ils sont en train de voir un nouveau calcul de lettres par rapport aussi à la région et à la chaleur. Je sais pas si tu as vu ça la semaine dernière, c'est une modalité qu'ils vont peut-être inclure sur 2026. Bon, en gros, ça serait de dire que tu peux pas prendre en compte l'isolation thermique de la même manière dans le nord ou dans le sud en fonction de la météo, quoi. Bon, à voir comment ça va se traduire. Mais ça veut dire que la lettre F, ça y est, à mon avis, de 1er janvier 2028, ils vont pas la décaler d'un an, et le E, ça sera 2034. Donc, ceux qui achètent aujourd'hui, qui ont peut-être encore 8-9 ans d'avance, enfin, pour pouvoir louer, il faut quand même qu'ils se posent la question de faire des travaux. Surtout que la lettre E d'aujourd'hui sera peut-être la lettre F dans 10 ans, avec le nouveau cahier des charges et l'évolution des matériaux utilisés. Donc, c'est les vrais sujets. Hein. Qui va continuer. Et après, combien ça coûte? Moi, j'ai vu la dernière fois une cliente qui m'a dit « Ouais, monsieur, mais j'ai mis 15 000 euros de travaux. 15 000 euros de travaux. J'ai tout refait. » Je fais « Mais vous avez mis de l'isolation? De quoi ?» Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que la salle de bain, elle est belle, les fenêtres sont belles, mais vous avez mis un 8 cm, un 12 cm dans les murs. Ah non, j'ai pas pensé à ça. Écoutez, le ballon, il est magnifique, mais par contre, c'est toujours inadapté à votre surface, etc. Et au final, en fait, elle a pas gagné en lettres. Donc, elle comprenait pas. Ouais. Et puis, toutes les aides aussi qui sont conditionnées à ça, tu vois. Donc, je comprends rien. Ouais. Si le jour où quelqu'un peut m'expliquer ce sujet-là, entre le CE, tu sais, qui est les budgets qui sont associés à des entreprises qui sont pollueurs et qui doivent verser un pourcentage à l'aide à la rénovation. Tu as la prime rénov qui change de budget tous les ans et on ne sait même pas comment les utiliser puisque c'est sous réserve de demande de devis en amont auprès de sociétés qui sont éligibles à l'attestation RGE. Enfin, moi, je me suis amusé à appeler la prime rénov une fois. Même la nana à l'accueil, elle ne savait pas qu'on parlait. Elle était perdue. Okay. Donc ça en dit déjà. Donc, moi, dès qu'on m'adresse des sujets sur les aides étatiques,
je suis limite à botter en touche parce que c'est un vrai sujet flou. Ouais. Comment est-ce que, tu disais, le gros fort de ce que tu proposes, c'est de savoir vendre, valoriser des biens aussi, donc par les médias. Comment est-ce qu'on valorise un bien selon sa typologie, en utilisant justement les médias, la vidéo notamment? Est-ce que tu as appris des choses en tâtonnant un peu sur ce... En fait, j'ai pas appris à valoriser le bien. J'ai appris à présenter le bien. C'est pas tout à fait la même chose. Valoriser le bien, tout agent immobilier normalement constitué est capable d'expliquer un appartement en quoi il est bien, en quoi il est optimisable, et non pas bien, optimisable, en quoi il a des bémols et pas des défauts. Voilà, il est capable de faire son taf, de trouver les bons arguments. Des agents meilleurs que moi sur le plan commercial, il y en a 50 000. D'accord ? J'ai aucune prétention sur le sujet. Par contre, d'être en capacité à travers l'image de présenter un bien, là, ça commence à être un métier. Parce que c'est pas tout d'avoir la bonne phrase, c'est aussi de bien regarder la caméra, d'être dans une dynamique, de trouver le bon verbe, la bonne intonation, de trouver ta bonne personne, te sentir à l'aise à l'image aussi, et de raconter l'histoire pour être le plus sexy possible, le plus vendeur possible. Non pas moi sexy, mais le bien sexy. Donc ça, ma réponse, c'est plutôt ça. C'est plus... comment dire ? Ouais, c'est pas tant l'argument que tu vas trouver, c'est plus la méthode de présentation du bien. Tu vois, là, on a un bien qui va sortir dimanche, un petit château du côté de Changy-sur-Marne. Eh bien, là, on a été voir tout de suite les qualités du petit château. Il était en bord de Marne, enfin, il est toujours en bord de Marne. Donc, forcément, qu'on ne s'est pas limité aux simples 250 mètres carrés constituent le bâtiment principal. Il y a 6000 mètres carrés de jardin, il y a la Marne qui coule en bas, qui est magnifique. En plus, on avait un temps magnifique avec des belles couleurs dans les arbres. Donc, en fait, l'image, pour nous, c'était déjà d'adresser du rêve. Parce que là, on est dans un bâtiment de rêve. Donc là, on va amener le téléspectateur, le spectateur, avec nous dans le rêve qu'on est en train de lui adresser. Après que moi, à l'intérieur, je lui explique qu'il y a 5 chambres, qu'il y a un double salon, qu'il y a une très belle cheminée qui date de 72 et qu'on est dans une tendance très 70s, c'est du plus. Par contre, le scénario qu'on met en place, ça, c'est un vrai sujet. T'es dans un scénario cinématographique. Il ne faut pas oublier ça. Il faut qu'il y ait un lien entre les pièces. Faut qu'il y ait une circulation. Faut qu'il y ait des étapes à respecter. Il faut que tu te dises, OK, donc là, je vais présenter à l'extérieur. D'un coup, je me retrouve dans l'appartement. Non, tu peux pas faire ça. Faut que tu aies un lien entre l'extérieur et l'appartement. Tu vois, tu me vois pas monter l'escalier. Donc, ça veut dire que je sais pas à quel étage on est. Pourtant, tu as commencé à l'extérieur. D'un coup, je suis dans l'appart. Ben non, tu es sur la place principale, en train d'expliquer les commerces, le métro, ce que tu veux. Tu marches un peu, tu pousses la porte de l'immeuble parce que c'est joli, et là, tu montes dans l'ascenseur, et là, tu arrives, et là, tu as la connexion. Tu vois ? Et tout ça, c'est pensé. Nous, on passe là à la maison avec Labo, là, qui a fait des vues complètement dingues. J'ai eu plus de 600 likes sur le sujet avec la maison complètement dingue à La Baule, au Pouliguen. On est arrivé à 10h à la maison le matin, on a quitté, il était 13h30, et on a travaillé le scénario dans le TGV pendant 2h30. Donc si tu veux, et je te parle pas de montage, etc. Je te parle uniquement sur la phase de réflexion. On a passé 5h30 uniquement sur réfléchir à comment on allait mettre en exergue le bien. Au final, je crois que c'est un 58 secondes de film. Tu vois ? Ouais, tout concentré. C'est pas un iPhone, on n'arrive pas en disant suis-moi, accélère, on va faire une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ouais. On est, nous, dans un kiff de présenter une belle image et de sublimer le bien, en tout cas, d'aller chercher les points qui vont permettre aux spectateurs, aux téléspectateurs de se sentir bien avec le bien. Est-ce que ça va dans le sens de tu accompagnes la réflexion de quelqu'un qui fera une visite réelle du lieu? Alors voilà, on en voit des fois dans les annonces écrites, tu sais, là vous pourrez partager un superbe jardin avec un soleil éclatant. Plus j'avance, plus je prends de l'expérience sur le sujet et moins il faut parler. L'image, elle remplit tes yeux quand même. Par contre, à travers ta voix, de donner une impulsion, de donner un rythme, là oui.
effectivement, il y a un bien où j'étais fatigué sur l'enregistrement. Je l'ai senti pendant l'enregistrement que j'étais pas tout à fait, tu vois. Par contre, à chaque fois qu'on est en train, vendredi dernier, j'ai mis énormément d'énergie. J'ai passé quasiment à Changy, on a passé quasiment 2h45 à filmer. Je suis sorti là, j'étais HS total. Ouais, j'étais ramassé, quoi. Ouais. C'est intéressant. Mais parce que t'es là pour que la personne en face se dise waouh, tu vois, où j'ai envie d'acheter, encore mieux. Alors, tu parlais des châteaux, des biens un peu d'exception. Quand tu te retrouves dans un appartement, une grande copro, un truc pas sexy du tout, est-ce que déjà tu acceptes pas? J'accepte tout. Et 3/4 de mes biens en home tour sont des biens de 30 à 70 mètres carrés. Là, dans ce cas-là, tu mets pas le point sur, et je vais te dire un truc, ma meilleure performance aujourd'hui, c'est un 43 mètres carrés dans le 18e. D'accord? Et pas le beau 18e. Parce que aussi, les gens qui sont en capacité d'acheter, ils ont plus de 300 000 balles que 1,5 million. Le 1,5 million, ça fait rêver. Là, le village d'Auteuil que j'ai présenté dimanche à 1 350 000, effectivement, j'ai une quinzaine de demandes. C'est déjà beaucoup, hein. Après, le bien, il est top. Mais il n'est pas encore dans la tranche où c'est trop cher. 1 350 000, village d'Auteuil, des gens qui sont capables d'acheter, il y en a plein. Sur un bien, par contre, à 3 millions, là, la denrée est beaucoup plus rare, tu vois. Donc là, tu vas générer beaucoup plus de visibilité, de wow effect. Ce qui peut être une stratégie, qui est de te dire, je suis capable de faire des gros pour générer la visibilité, mais moi, mon quotidien, si demain, tu me dis, Nico, toutes les semaines, tu as un 25 mètres carrés dans le 11e, je te les prends toutes les semaines. Et là, la visite est différente. Tu mets les points forts juste sur... Enfin, j'ai l'impression que c'est assez pragmatique. J'en ai vu quelques-unes. Effectivement, tu parles pas inlassablement tout le temps. Tu montres vraiment l'image de dire, voilà, factuellement, ce que vous allez retrouver. Et j'ai l'impression que c'est plus ça que les gens recherchent et que toi, tu essaies d'apporter. C'est la transparence de, voilà, il n'y a pas on sait ce qu'on a. Ouais. Il y a comme un sujet très important, c'est l'incarnation. De retrouver un rendez-vous. Tu vois, tu prends Mums Apart, Margot, le dimanche sur un axe beaucoup plus elle décoration, tu vois, elle est beaucoup plus nana 42 45 ans, bobo 9e avec un petit peu d'argent, elle fait fureur sur cet axe là, tu vois, mais elle a créé son rendez-vous et on sait à chaque fois que le logo arrive que c'est elle. C'est aussi ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire que les home tours que je présente, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui les présentent de cette même manière. Je veux incarner pour que les gens se disent « Ah, c'est un home tour avec Nico ». Si c'est simplement pour « t'ouvres la porte, hey, coucou, viens dans l'appartement, tu mets une voix off, et puis tu as le truc qui s'accélère dans tous les sens », je te dis pas qu'il n'y a pas une ou deux vidéos qui va pas faire 500 000 vues. Mais par contre, rien ne te garantit que les gens se retrouvent et t'identifient, se disent « Tiens, tous les dimanches, il y a Julien qui présente son bien ». Tu vois ? Ça, tu sais pas. Donc l'idée, c'est d'apporter... ma touche perso, avec un petit rictus. Je parle beaucoup de présence de café. Ouais. Puisque les gens, vraiment, ils m'ont dit tu présentes le café. Je me dis c'est drôle, je vais présenter à chaque fois du café. Ouais. Donc là, dans l'appartement de 43 mètres carrés dans le 18e, et je commence en disant où est le café. Où est le café, quoi. Où est le café. L'élément principal. Donc après, c'est une parenthèse humoristique, entre guillemets, de 3 secondes. Après, on va sur les vrais sujets de l'appartement. Mais l'idée, c'est de retrouver des rendez-vous, d'apporter une vraie patte, une vraie image, une vraie qualité d'image, puisque les gens avec qui je tourne sont des gens de télévision. Donc on a un vrai matériel, on n'est pas avec l'iPhone. Les gens qui achètent ce genre de biens, parce que toi, tu as fait aussi de l'agent en local, sur le terrain, c'est les mêmes personnes que tu rencontres qui achètent, qui te voient une annonce sur les réseaux et qui voient une annonce sur le Bon Coin? Oui, parce que tu le vois à la consommation média. Toi et moi, je sais pas combien d'heures tu passes sur ton écran par jour, mais voilà. Et moi, je suis encore d'une génération où, quand j'étais petit, alors après, c'est aussi toute la connaissance des médias que j'ai. J'ai bossé à France 2, à Europe 1, en agence média, donc j'ai quelques chiffres, quelques connaissances data, où ceux qui sont nés dans les années 70-80 passaient 3h30 par jour devant la télé. Aujourd'hui, les nouvelles générations, si elles passent une demi-heure par jour devant l'écran, devant la télé, c'est un miracle. Tout se passe sur ton téléphone à raison de 5, 6, 7 heures. Et t'es arrivé il y a 3 ans, le Real Porn Estate. Donc il y a un vrai sujet. Donc de dire que
Il y a des mouvances, je peux t'adresser plein de chiffres, mais il y a des mouvances aujourd'hui où tu vois bien que Instagram est devenu un vrai média, même titre que YouTube. D'ailleurs, même la télé est devenue un objet, un écran. Pas une télé, finalement, c'est devenu un écran sur lequel tu vas positionner tes différentes applications et tu vas pouvoir soit jouer aux jeux vidéo, soit à YouTube, soit à Insta, ce que tu veux. C'est finalement des interactions différentes en fonction si tu es en famille, tout seul, ou dans le métro, ou je sais pas où tu es, dans ton lit. Ouais. Mais au-delà même de cette consommation même, clairement, la question restait aussi par rapport à une décision d'achat sur des biens qui sont importantes. C'est pas acheter des bananes ou même des slips ou enfin bref. Je pense que tu peux tout vendre dessus. Ouais, c'était un peu ça ma question. Est-ce que les gens se disent Insta, c'est bon quand j'étais chez Cdiscount et qu'on avait monté le retail média, on était aussi sur des discussions du live shopping. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de l'actualité récemment, mais le live shopping, c'est un truc énorme où désormais les marques, à travers les retailers, proposent des journées complètes à travers, je sais pas, 2-3 heures focalisées sur la marque HP, sur la marque Samsung, sur la marque Rowenta, en disant, aujourd'hui, c'est un peu comme du M6 boutique, quoi, tu vois, du téléshopping. On le retrouve. De dire que Instagram est un média aujourd'hui et que c'est quasiment le plus gros média du monde, et que si tu arrives à percer, te différencier, tu peux proposer des services, c'est plus qu'une conviction aujourd'hui, c'est un fait. La personne qui voit quelque chose qui l'intéresse, un bien qui l'intéresse, direct. Après, c'est quoi le tunnel, on va dire, de vente en MP direct, t'as pas bonjour, un site web, pas besoin. Alors, ça, c'est la suite, avec d'autres sujets. Mais aujourd'hui, je fais 20% de mon chiffre sur Insta. Donc, tu as vraiment le client, le prospect au téléphone. Mais parce que j'ai l'audience. Ouais. Mais si tu fais une vidéo et que tu fais 300 mecs, bien sûr. Autant te dire qu'aller au café d'en bas, c'est plus simple pour choper des cas. Mais le fait d'avoir ce média rassure aussi, tu vois, pour l'acquéreur, de se dire, c'est pas un scam, c'est un vrai bien. C'est pour ça que les agents IMO m'appellent. C'est parce que je sais faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et même, j'ai envie de dire, j'aime faire ce que je fais. Donc, je me différencie à double titre. Alors, on me dit que je sais faire les choses, c'est pas moi qui le dis, mais en plus, j'aime faire ce que je fais. Donc, et j'ai la chance, les gens me suivent et les gens apprécient et me le disent et m'envoient des messages toutes les semaines en me disant, j'aime bien ce que tu fais. J'aimerais bien qu'il like davantage le même bien ça, mais bon, c'est comme ça. mais tout ça pour te dire que il m'a fallu attendre mes 46 ans et demi pour kiffer mon quotidien dans mon job. Ouais. On sent que c'est pas la... Je suis parti en vacances il n'y a pas longtemps. J'étais très heureux de revenir au taf le lendemain parce que j'étais surexcité. Et ça m'est pas arrivé beaucoup de fois dans ma vie, ça. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de salariés qui se disent « Wow, génial, demain, je suis en réunion avec mon boss. » Et ben moi, le lendemain, j'étais en réunion avec d'autres et j'étais en plein kiff. Ouais. Faut en profiter, c'est cyclique. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je vois très bien de quoi tu parles. J'ai fait aussi ce pas-là et c'est autre chose, quoi. C'est vrai que le boule de vente du dimanche soir qui se transforme en vite fait, vite que le lundi arrive, c'est magique, quoi. Ouais, puis même. Donc après, c'est une gestion du temps, une gestion des émotions, une gestion de la famille, une gestion du téléphone. Tu vois, ça fait une semaine où je me suis appliqué à un truc, c'est que je vais chercher les enfants le soir. Il n'y a pas de téléphone portable avant 21h30. Pas évident, Pas évident. Je le mets de côté. De 16 à 21h Non, de 18h15 à 21h, il n'y a plus de téléphone. Okay. Et je le reprends à 21h04. 21h01. Ouais. Mais parce que sinon, en fait, t'es toujours... en plus, comme je reçois 800 notifs par jour, t'imagines? Ça veut dire que pendant 2h30, faire la popote, discuter avec les gamins, en fait, je suis sur mon téléphone. Il n'y a plus de vie de famille. Donc, je suis obligé de mettre ça de côté et de le reprendre. De toute façon, quelque part, de répondre 2 heures plus tard, ça ne change pas la face du monde. Et est-ce que tu vois, toi, c'est quoi tes perspectives aujourd'hui, justement, avec ces différents business que tu mets je ne vais pas te balancer ma strat aujourd'hui, mais j'ai beaucoup plus d'idées que ça. Là, c'est que la première brique que j'engage. Il y a encore 4 briques que je vais coller à ça. Mais forcément qu'il y aura encore plus d'investissements, plus de médias, plus d'histoires, plus de choses à raconter et forcément plus d'audience. Voilà. Mais je reste collé à mon terrain et aux transactions parce que c'est ce qui me fait, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui pour encore 80, 70, 80%. Ouais.
Et notamment, tu disais, c'est les home tours, c'est ça le produit phare. Les home tours, c'est pas tant ça, les produits phares. L'anecdote du mardi, c'est gros. L'actualité du vendredi, c'est gros. Ça peut être une méthode sale, une fois tous les 2 mois, ça peut être gros. Ça peut être un conseil du mercredi aussi, ça peut être gros. Ça peut être une actualité que j'ai pas pu venir et d'un coup, elle fait du buzz. Ça, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une espèce d'inconnu sur tes performances. Mais par contre, on va muscler le jeu à chaque fois sur tout ça parce que je le vois, en ce moment, je suis quasiment 1700 followers de plus par mois sur Insta. Donc c'est gros, hein. Ça commence à être gros. Et parce que Insta, tu maîtrises bien les codes. Comment tu vois la dynamique? Je pense, moi, il y a vraiment, Insta, LinkedIn, Facebook et YouTube sont pour moi les 3 qui pourraient être intéressantes. Ouais, TikTok également. Ouais, c'est énorme. Ouais. TikTok, si tu le maîtrises bien, j'ai déjà vu des codes que je devais appliquer, j'en ai fait 1 ou 2 qui ont bien marché. Mais ça demande tellement de travail en parallèle. Enfin, à un moment, c'est soit je fais que des réseaux sociaux, mais je travaille plus en dehors. T'as des problématiques de montage, de rythme, de musique, de ce que tu veux. TikTok, on est quand même sur du 18-30 ans et la cible des primos, elle est là. Hein. Tu vois? Voilà, faut pas l'oublier, celle-là. Sur TikTok, je suis d'accord avec toi, c'est un produit complètement à part et qu'il faut vraiment travailler pour percer. Ouais. Mais la question, elle est plus, moi, avec TikTok, sur la conversion. De toute façon, moi, j'en ai aucune idée aujourd'hui. Ce que je peux te dire, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc déjà, je vais y aller. J'ai un ami qui a 58 ans, il a plus de 10 000 followers sur TikTok. Lui, il utilise TikTok à travers des lives pour que les gens lui posent des questions. Les jeunes lui posent des questions sur un aspect technique, un aspect d'actualité, ce que tu veux, quoi, sur l'immobilier. Il le voit bien. Le chat est énorme, les gens posent des questions, les gens sont bienveillants, les gens, tu vois, ils sont intéressés, tu vois. Les jeunes ne sont pas plus cons que nous, on l'était il y a 20 ans. Hein. Ça reste des jeunes qui s'intéressent à des sujets. Donc simplement, ils ont un espace d'expression qui est différent, il faut les choper là où ils sont. Donc moi, demain, TikTok, je vais muscler le jeu, mais je vais le travailler différemment. Et ça sera peut-être pas mon image, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Tu vois? Ouais. Tu vois, il faut pas oublier ça, que toi, tu prends l'âge et qu'à un moment... tu réponds pas forcément au code, ou ton rythme n'est pas le bon, ton expression, ta gueule, elle revient pas à tout le monde, et qu'à un moment, c'est pas toi qui compte, c'est ton contenu aussi, tu vois. Comment tu arrives à incarner à la fois et à la fois déléguer, par exemple, avoir une sorte de co-host justement, ça se travaille. Ouais, il faut trouver quelqu'un qui soit à l'aise sur le plan oral, qui ait une bonne diction, qui a un bon rythme, qui aime ça, qui soit engagé. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Ouais. Et puis après, demain, si je trouve effectivement un gars qui a 25 ans, qui répond à ses codes et qui en plus est engagé et qui dit pas trop de bêtises, ta déclinaison I Love NG, tu vas l'avoir sur I Love je sais pas qui, tu vois. Ouais. Pour ouvrir un peu plus entre médias et activités, j'ai le sentiment, et peut-être tu peux en témoigner, là on parlait beaucoup immo-média, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a d'autres activités où des gens qui sont peut-être même salariés, mais qui veulent avoir un side business, ou des gens qui se lancent en entrepreneuriat, comme toi tu l'as fait, peuvent utiliser aussi le média différemment pour alimenter un peu leur activité, parce que vraiment entre média et activité réelle, tu vois, il y a le média en mode silo et l'activité réelle en mode silo, mais toi tu as fait vraiment un crossover qui est intéressant. Ouais, après c'est un modèle assez unique sur le marché, et ce que je propose est assez unique sur le marché. Un mec qui présente tous les jours un contenu différent, je crois que je dois être le seul en immobilier en France. Mais pour répondre à ta question, tu prends Mbappé. Mbappé, je sais plus, il a 200 millions de followers, peut-être plus, peut-être moins. Mais tu vois, quand il a annoncé qu'il quittait le PSG pour aller au Real Madrid l'été dernier, en l'espace, je crois, d'une heure, il a fait 250 millions de vues. Quel est le média qui, de manière indépendante, en le maîtrisant, lui aurait donné cette visibilité? La chance que tu as à travers tous ces nouveaux canaux de diffusion, c'est que tu les maîtrises à travers leur contenu. Alors demain peut-être qu'il t'appartiendra plus parce que la data t'appartient pas, le canal t'appartient pas, et peut-être que demain il y aura d'autres formes de politique, et peut-être qu'un jour tu vas dire une bêtise et tu perdras toute ton audience. Mais aujourd'hui, quand Mbappé il dit voilà, je dis ça, il le met d'abord chez lui, dans son cadre à lui, il va pas chez TF1 ou chez France 2 dans un cadre qu'il maîtrise moins.
Il voit bien que s'il s'approprie son univers, il est plus performant. Et ça, en fait, tu peux le décliner sur tous les secteurs d'activité. D'être maître de ton contenu et de ta diffusion, c'est clé. Ah ouais, t'es complètement dans la ligne édito et tu te confrontes au marché complètement, t'as pas d'intermédiaire. Si tu veux être présent uniquement lundi à 7h36 du mat et pas subir France 2 qui va t'imposer 14h17 pour des raisons économiques ou des raisons politiques, c'est quand même mieux, tu vois. Je tire volontairement les traits, hein, mais c'est de se dire, voilà, moi j'ai envie de faire un teasing qui est lundi matin, tac, mardi matin, tac, jeudi, tac, vendredi, haut de contenu, dimanche, ça donne ça. Et puis alors ça, je vais mettre 26 € de sponsor, là je vais mettre 257, et puis là je vais mettre une collab. Quel est le média qui te permet de le faire s'il ne t'appartient pas? Il n'y en a pas. Non, c'est clair. Tu peux pas. Donc c'est une chance. C'est une chance pour répondre à ta question. C'est une chance que les marques peuvent avoir. Après, est-ce qu'elles en ont l'envie? Est-ce qu'elles en ont les compétences? Est-ce qu'elles en ont les capacités? C'est d'autres sujets. Il y en a beaucoup qui me disent, Nico, j'aimerais bien faire comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Bah, j'ai peur. Vas-y, quoi. Vas-y, au début, mes premiers trucs, je me cachais dans la 3e rue à droite, derrière une voiture pour faire mon conseil, parce que je voulais pas que les gens me voient. Ouais, ça n'a pas changé des choses, ça, dans ta vie, du coup, parce qu'il y a aussi beaucoup cette peur de face cam. Est-ce que les gens vont vous reconnaître? J'ai envie de garder mon anonymat. Mais sur des segments très nichés comme ça, je pense pas que ça peut être autant un problème. C'est quoi ton expérience, toi? Mon expérience, c'est que, au début, je me cachais. Ensuite, j'ai pris confiance. Ensuite, ça m'a permis de travailler beaucoup ma diction, mon rythme, de poser ma voix. En plus, j'ai l'impression d'avoir cette chance-là qui est de pouvoir mémoriser une information assez rapidement. Tu vois, toutes mes vidéos, quand j'exprime une actualité ou autre chose, tu vois, c'est du one shot en 1 minute 30 maximum. Donc, c'est pas coupé. Hein. C'est pas une info, c'est d'un seul bloc. Et quand je dis aux gens que ça peut me prendre 5 prises certaines fois ou 15 prises, en fait, c'est que d'un seul bloc. Donc, en fait, j'ai cette chance-là de mémoriser aussi mon contenu. Donc, ça te donne des bienfaits, mais ça te donne pas le risque de... Après, exposition. Ça me plaît. Ouais. Ça me plaît de raconter des histoires. Et là, je fais le lien avec ce que je faisais avant. Quand j'étais dans le e-commerce, dans le conseil avant, en fait, je me suis aperçu que je racontais des histoires aussi au quotidien. Qui étaient, vous êtes la marque Samsung, vous voulez générer plus de visibilité. Moi, je vous propose la page A, la page B, et puis là-dessus, on va rajouter ça, et puis en data, on va proposer ça, et puis etc. En fait, t'exprimer un espèce de plan média avec quelqu'un, et aujourd'hui, j'exprime des conseils également sur une autre thématique, mais finalement, je raconte une histoire à mon auditoire. Donc, c'est le même métier, en fait. Simplement, j'ai ce téléphone qui est devant moi. Alors, de temps en temps, je me fatigue à trop boire. Mais pour l'instant, apparemment, je fatigue pas trop les gens. Je suis étonné d'ailleurs. Mais encore à boire tous les jours. Bon. Mais non, il faut y aller, il faut tenter. Et puis, je le disais dans une autre interview il y a de ça quelques semaines, les réseaux sociaux ne sont pas obligatoires. De s'afficher sur un réseau n'est pas obligatoire. De prendre la parole, d'expliquer les choses, c'est pas une obligation. Tout le monde aujourd'hui dit réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. On a quand même 90% des agents immobiliers qui n'ont soit pas de CRM, soit pas de stratégie digitale. Donc c'est énorme. Donc ça veut bien dire que ce sont des gens qui certainement vont dans le café du coin, ont leurs recommandations, vont voir le postier, vont voir l'école, la paroisse, ce que tu veux. Ça reste 99% de ton activité. Moi, c'est devenu véritablement rentable à partir de septembre ou octobre dernier, c'est-à-dire quasiment 1 an après que je me sois lancé sur Instagram. Ça m'a coûté une fortune et je recueille simplement le truc qu'aujourd'hui, mais t'imagines l'activité 500 vidéos de suite tous les jours, c'est énorme, tu vois. Tout ça pour 15 000 followers, enfin je veux dire c'est ridicule. Je suis pas Squeezie, tu vois. Squeezie avec 100 millions ou ses 10 millions, tu vois, c'est un autre sujet. Alors après en immobilier avec 15 000 c'est gros. Bon, c'est à l'échelle de l'immobilier, tu vois. Exactement. Et mieux vaut avoir, encore une fois, je pense, des gens qualifiés, tu vois, qui ont vraiment, qui adhèrent avec ton message, ton incarnation. Enfin, c'est aussi mon présupposé, mais... Mais c'est pour ça que je le dis aux gens, n'essayez pas de copier. D'ailleurs, on me dit, mais qu'est-ce que tu suis sur Insta? Je suis personne. Je ne suis quasiment personne. Parce que j'ai pas envie de me polluer. Déjà, j'ai pas envie de passer trop de temps sur Insta, et surtout, derrière, j'ai envie de conserver mes propres idées. De copier les autres, c'est nul. D'incarner tes propres convictions, c'est autre chose.
de dire demain, tiens, je veux faire ça parce que ça marche, l'autre, il le fait bien. Bah, peut-être que ça marche bien pour lui parce que lui, il le fait mieux que toi ou il aime mieux le faire que toi. Toi, t'es ta propre personne, tu peux parler immobilier comme tu le sens. Après, tout dépend de l'objectif que tu as par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est, je le disais encore, est-ce que c'est du kiff? Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est du business? On est quand même dans un métier où on a tendance à dire je suis moi, je suis le meilleur, regardez-moi, et je suis le meilleur vendeur, tu vois. Donc, la plupart utilisent les réseaux sociaux comme un faire-valoir, une mise en avant de leur personne, alors que je pense qu'il faut faire l'inverse, qui est d'utiliser toute cette expertise, enfin, en tout cas, c'est mon approche, pour expliquer les choses aux gens et pas forcément dire tous les jours je suis le meilleur, parce que demain, je dis que j'ai vendu, bon, super, mais le lendemain, tout le monde s'en fout. Hein. Ouais. Tu vois. Ah ouais, complètement. Il faut être réaliste aussi par rapport à ça, quoi. Ouais. Bah de dire tu vas taper hashtag IAD, Safety, Efficity, ce que tu veux, tous les réseaux de mandataires, même Orpi, ce que tu veux. Le nombre de gens qui déjà copient la charte graphique de chacun de leurs réseaux, qui se personnalisent pas du tout et qui sont en mode aujourd'hui j'ai notaire, je fais la photo depuis ma cuisse, je suis chez le notaire, ou celle-là, on a vu celle-là. ou je sais pas, j'ai piscine, ou je sais pas quoi, ou 2 estimes ce matin, ou alors les doigts en signe de V dans la voiture en train de conduire. Non mais c'est bon, on s'en fout totalement. Ça fait 3 likes avec ma cousine et moi qui passe par là de temps en temps pour me marrer. Et on s'en fout totalement. Voilà, tu vois. Est-ce qu'il y a des références ou des sources d'informations que tu pourrais conseiller aux gens sur ces réflexions-là, que ce soit reconversion, IMO et médias comme Imprivisé, les réseaux sociaux, des choses qui, toi, t'ont aidé peut-être? Bah, ce qui me nourrit au quotidien, c'est beaucoup de rencontres. Autour de moi, des gens qui ont des profils différents, des gens qui ont des écoutes différentes, des gens qui vont te parler de leur propre expérience immobilière, qui soit d'ailleurs particulier ou professionnelle. Donc en fait, on a déjà notre propre entourage, qui en plus, en te connaissant, vont te dire les choses différemment. Ah, mais est-ce que tu as pensé à faire ci? Mais bon, tu as toujours 5-10% à regarder, tu vois. Ou moi, au début, tu vois, je m'étais dit, les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, tu vois. Et puis, le gars chez IAD, il avait 3500 followers, et puis je le voyais danser tous les jours, tu vois. Et il dansait, et puis il me disait, bah, j'ai chopé un mandat, là, je suis à Boulogne, là, je suis machin, là, je suis... mais comment tu fais? Tu danses, là, tu racontes des blagues, enfin, c'est pas possible, quoi. Et on habitait à 100 mètres l'un de l'autre. Et je lui disais, tiens, t'as vu Pierre à la boulangerie? Il me disait, mais c'est qui Pierre? C'est quoi cette boulangerie? Elle est où? Tu vois? Et là, tu te dis, donc, alors attends, le gars, en fait, il est enfermé chez lui 3 heures par jour à faire des réseaux sociaux et à danser. Pendant ce temps-là, moi, je suis dans le café, le bar, la boulangerie, la pâtisserie, le machin, la boucherie. On fait pas le même métier. Et pourtant, c'est lui qui cartonnait plus. Donc, en fait, ça m'a ouvert, tu vois. Donc, pour répondre à tes questions, je pense que l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'écoute de ton entourage, au-delà de tout type de lecture, c'est déjà 50% de ton information quotidienne. Ensuite, la diversification de ton activité, c'est aussi 10, 20, 30% aussi de ton contenu que ton magazine tous les jours, c'est ton expérience. Le fait de faire de la location et de recevoir, mon record c'est 400 appels avec des textos à 3 heures du mat. Monsieur, je suis intéressé par votre appartement, où j'ai ma femme qui me dit tu peux pas éteindre, c'est chiant. Et ouais, tu vois, où t'en as 20 qui débarquent pour une location, ils ont tous des profils en mode les parents 30 000 par mois, chirurgien, patron d'Intermarché de la Lozère, je suis à l'ESCP, machin, tout ça, je veux l'appartement, et que t'en as 19 autres qui ont exactement le même profil. Tu vois, t'apprends ça aussi. Et puis après, t'as les lectures. T'as des formations. Quand je fais l'expertise immobilière en début d'année, je suis avec une quinzaine de professionnels de tout horizon. Albertville, Guyane, Guadeloupe, Bénin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Normandie, Bretagne, Bordeaux, j'ai Toulouse aussi. Tous ces gens-là, ils ont des expériences différentes. Ils viennent d'horizons différents. Ils ont des expériences différentes. Ils ont une façon de travailler également différente. Ils ont des personnalités différentes et forcément qui fonctionnent pas forcément de la même manière que toi. Donc tu te dis, ah, pourquoi lui il marche alors qu'il fait les choses différemment de moi? Est-ce que j'irais pas choper un petit peu chez lui? Et puis ensuite, lecture, tu tapes le Figaro, ce que tu veux, mais moi, là où j'apprends beaucoup, c'est que depuis 4 mois que les agents immobiliers m'appellent, figure-toi que les agents qui m'appellent, c'est des agents de plus de 50 ans. Ça fait fou. Hein.
Donc, je suis confronté à avoir des partenariats, des binômes avec des agents qui ont 15, 20, 20 ans, 25 ans d'expérience. Donc, quand je vais en rendez-vous avec eux, mais je me tais quasiment. Tu vois, au-delà de l'expertise et du discours que je vais avoir, moi, ce qui m'intéresse, c'est s'il est là depuis 25 ans, c'est qu'il sait faire, tu vois. Bon, maintenant, il a besoin de moi parce qu'il a besoin d'aller plus loin pas dans l'expertise, mais dans la différenciation. Mais moi, je bois leur parole. Moi, ça fait 3 mois que j'ai plus appris qu'en 3 ans en immobilier. Tu vois, que ce soit avec Raphaël, avec Philippe, avec Pauline, avec tous ces gens-là. En plus, ils ont des fonctionnements un peu différents, mais toi, tu te dis, OK, ça, je faisais ça comme ça avant, pas comme ça qu'il faut faire. Je le disais comme ça avant, je le dis pas comme ça maintenant. Et d'ailleurs, j'ai réadapté leur formule avec mon propre vocabulaire. Tu sais quoi, ça marche. Ça marche. Ouais, parce que les gens découvrent le ouais, même concept. Tu te dis, mais attends, mais je disais ça avant, et la personne, elle le prenait comme ça. Maintenant, lui, je l'ai vu faire, il le fait comme ça. Donc, OK, je ne vais pas tout à fait le dire comme ça, mais ça voudra dire la même chose. Et d'un coup, mon client, il réagit différemment. Ah ouais, ah non, mais il avait raison. OK, c'est intéressant, tu vois. Donc, l'enrichissement, c'est simple, pas forcément que de la lecture, même si moi, je lis beaucoup de par l'actualité que je dois délivrer toutes les semaines. Donc, j'ai une forte culture immobilière. Donc, tu vois, une fois par mois, je vais à la PropTech immobilière avec Trampoline, où je vais rencontrer beaucoup de gens qui me nourrissent avec des nouvelles startups, des nouvelles idées, l'IA, qu'est-ce que ça va changer dans ton quotidien demain. Quand il y a le rent, bah forcément, je vais passer 2 jours et demi avec eux. Mais c'est tous ces gens-là, en fait. C'est vraiment une curiosité de tous les jours qui permettent d'avoir un esprit différent et évolutif. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il faut rencontrer vraiment les mondes. Si gens c'est qui pour fait, lire quoi. le Figaro tous les jeudis, l'actualité, bon, bah, OK, c'est bien. C'est déjà une bonne étape. Ouais. Mais peut-être qu'autour de toi, tu as les gars qui... en fait, je t'ai pas dit, j'ai un pote qui est marchand de biens. Il fait 5 OP par an. Mais c'est quoi le métier de marchand de biens? C'est quoi leur métier? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur modèle économique? Ah ouais, d'accord. Donc le mec, il achète un truc pas cher. Il fait les travaux, il les revend avec une renta de 15 points minimum. Et derrière, en fait, ce que tu comprends, c'est qu'il peut pas engager un deuxième achat s'il a pas vendu le premier parce qu'il a besoin de sa trésor. Ah ouais, donc c'est chaud comme métier. Ah ouais, c'est chaud. Ah d'accord. Et là-dessus, en plus, tu as besoin des assurances et d'investissement au début parce que ta banque, elle te prête pas à la première OP. Tu vois? Ah d'accord. Bon, bah, sympa ton métier. Bon, bah, raconte-moi un peu plus. Tu vois, c'est... Ça vient nourrir ton quotidien, tu vois. Excellent, bah merci beaucoup pour ton temps. Tu rappelles peut-être, tu as un podcast qui a lancé récemment? Alors, j'ai un podcast qui s'appelle Imo Story. Ouais. Premier lancement, c'est ce samedi matin. Ça sera sur la partie vidéo, la partie audio va suivre. Donc, on sera diffusé sur toutes les plateformes audio classiques. Et sur la partie Instagram, on va certainement pas faire du 15 minutes à chaque fois parce que je pense que ça va pas être possible. Donc, je vais certainement faire des petites 1 minute 30 maximum en sélectionnant des contenus de l'interview qui va porter ou qui porte déjà d'ailleurs sur les parcours de vie des gens qui gravitent dans la sphère immobilière. Donc, il va y avoir beaucoup d'anecdotes, beaucoup de rires, beaucoup de légèreté et quand même pas mal de tips. Ça marche. Super, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux développer ta marque personnelle, je ne peux que te recommander mon épisode 114 avec Caroline Mignot, la queen du personal branding. Tu vas y apprendre des pépites, crois-moi. Bonne écoute.